Le point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, pour commencer, j'aimerais bien que vous me donniez un mot pour caractériser l'année 2024, que je sache par quoi on commence. Copier-coller, copier-coller de 2023. On a des performances qui sont relativement significatives. Et peut-être que si je devais sortir qu'un mot, c'est America's First. Ok, donc ça veut dire qu'on va donc commencer par parler du tableau des actions qu'on regarde tout de suite avec effectivement l'Amérique qui affiche des performances supérieures à 20% avec un excellent résultat du Nasdaq, alors qu'à côté, on a l'Europe qui est sous les 10% et le MSCI Chine qui est aux alentours de 18%. Magnifique encore. Les magnifiques ont encore sévi en 2024 ? Oui, je pense qu'on a exactement le même phénomène qu'en 2023, c'est-à-dire que l'essentiel de la performance des marchés américains sont entraînés par les fameux 7 magnifiques. Je crois que l'année dernière, on avait progressé environ de 87%, donc en 2023, sur ces 7 magnifiques, je crois que la performance de cette année, c'est 67%. Donc ils emportent, vu maintenant leur poids dans les indices, que ce soit les indices américains, mais aussi l'indice monde, puisqu'ils représentent pratiquement plus de 20% sur l'indice monde. C'est ça qui, quelque part, justifie l'écart de performance entre les États-Unis et l'Europe. C'est quoi qui marche ? C'est le phénomène de liquidité avec les indices, c'est le phénomène d'avoir une croissance qui est une croissance importante. Qu'est-ce qui attire autant le fait d'avoir d'autres idées ? Qu'est-ce qui attire autant les investisseurs ? Quelque part, c'est aussi cette notion d'intelligence artificielle dont on pense qu'elle est la prochaine révolution et qui, quelque part, sont portées par ces valeurs-là. On s'aperçoit que c'est une thématique qui coûte beaucoup, donc on a besoin de grosses sociétés qui ont des grosses liquidités. En plus, dans un environnement de taux hauts, quelque part, ces sociétés qui avaient beaucoup de liquidités ont bénéficié de la rémunération de leur propre liquidité. Donc, quelque part, c'est un peu l'espèce de serpent qui se mord la queue. Et comme vous l'avez dit très précisément, le marché passif, donc tous les ETF, ces fameuses, on va dire, cette gestion passive qui, quelque part, est obligée de répliquer. Donc, à chaque hausse, il réplique et c'est quelque part aussi ce serpent qui, effectivement, agit dans le même sens, qui se mord la queue. Je voudrais vous entendre sur le sujet de la Chine. La Chine, économiquement, on dit que les nouvelles sont pas bonnes. Boursièrement, on est à plus 19%. Comment on explique la performance chinoise ? Quand on regarde un petit peu réellement, le momentum de la Chine, jusqu'à septembre, c'était en négatif. Et on suit 2 ou 3 années qui étaient négatives, 2021, 2022, 2023. Donc, il y a un peu cette espèce de rebond de la dernière chance, peut-être pas, mais suivante. Vous vous rappelez, en septembre, il y a eu un certain nombre de mesures, un énorme plan qui a été annoncé. Bon, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va exactement aller, mais fondamentalement, je pense que c'est un marché extrêmement sous-évalué, qui a un peu rebondi. C'est ça qui, quelque part, donne une espèce d'impression de rebond, mais je pense qu'il est... on va voir les prochains mois ce qui va se passer, mais fondamentalement, je suis pas non plus très très positif dessus, quoi. Ok, pas très positif sur la Chine, sur l'Europe. Alors là, on a les chiffres, on est à moins de 10% sur les performances européennes, et on parle pas des performances françaises qui elles sont nettement inférieures. Mais c'est sûr que quand on regarde par exemple le S&P équipondéré, c'est-à-dire qu'on enlève le poids des grosses valeurs, on s'aperçoit qu'on a une performance qui est autour de 12-13%, donc on n'est pas très très loin des indices européens. On a malgré tout un marché qui effectivement n'est pas tiré par toute cette thématique intelligence artificielle. On a été tiré par un certain nombre de valeurs, on le voit, par exemple les SAP. Peut-être que l'Europe s'est comportée un peu différemment par rapport à 2023. C'est pas les mêmes gagnants. On avait, rappelez-vous, Novo Nordisk, LVMH en 2023. Là, on a eu d'autres types de gagnants. Mais effectivement, l'Europe était quand même engluée dans une situation macroéconomique qui est beaucoup plus difficile, beaucoup moins brillante que celle des États-Unis. On a parlé de valeurs, mais on ne parle pas la problématique de divergence de comportement des économies, avec une croissance américaine qui est quand même toujours au-dessus de son potentiel, 2,5, 2,7, 2,8, et puis une Europe qui est pas loin d'être en récession. Donc, je veux dire, fondamentalement, on peut expliquer aussi cette divergence de performance des marchés actions par cette divergence économique. Ok, alors je voudrais maintenant, tout à l'heure je vous ai posé la question vous m'avez dit comme en 2023, donc j'ai compris qu'il était question des actions, parce que du côté des taux, en revanche, on le voit tout de suite, c'est pas du tout 2023. On regarde tout de suite les grandes lignes qui nous importent, c'est-à-dire les 4 premières dans notre tableau. On voit que sur la partie des taux courts, les Fed Funds, ça baisse. Sur les taux de dépôt de la BCE, ça baisse. A contrario, sur le 10 ans américain comme sur le 10 ans allemand, ça progresse entre fin 2023 et fin décembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés de taux ?
Non, pour moi, c'est une normalisation. Je veux dire, les taux courts, on savait qu'ils avaient été mis à des niveaux relativement très élevés pour essayer de combattre cette inflation. La mission est remplie. Je veux dire, l'inflation a bien quand même reflué, même si on n'est pas complètement sur les 2%, la target des banques centrales. Et puis de l'autre côté, on est face à des banques centrales qui commencent à lever, qui ne font plus de quantitative easing, qui n'achètent plus de marché obligataire, donc qui ne contribuent plus à acheter ce marché-là. Et puis on a des États qui sont lourdement endettés, qui ont besoin de s'endetter de plus en plus. Et effectivement, on voit cette pontification de la courbe des taux qui me pense, je veux dire, pour moi, c'est plutôt une normalisation de ce marché qui était anormal en 2022 et 2023. Est-ce que le marché obligataire, il a été très volatile? Parce que là, quand on voit les mouvements, on a l'impression que c'est quand même important. Vous l'avez trouvé avoir la bougeotte? Peut-être un peu plus volatile aux États-Unis qu'en Europe, mais non, c'est pas non plus colossal. Non, moi je pense pas qu'il y ait une énorme volatilité sur le marché des taux. Ok. En revanche, sur les spreads, on a l'impression qu'il se passait rien. C'est vrai que les marchés de taux, crédit, puisque c'est ça que reflètent quelque part ces spreads-là, ont été, alors ils ont été un petit peu, effectivement, on sent qu'ils sont très corrélés au marché action. Le marché action a progressé de façon relativement uniforme, on n'a pas eu une énorme volatilité, donc effectivement, c'est peut-être aussi le mot de l'année, c'est une volatilité relativement mesurée. Allez, on regarde tout de suite les résultats de l'allocation d'actifs, vous n'échapperez pas à la question. La performance pour l'année 2024 est de 5,6%. Déjà, le fonds en euros qui pèse 45%, il est estimé, puisque les taux sont en train de tomber, il est estimé à combien? Autour de 3%. Autour de 3%. Très bien. Quels sont les éléments qui ont tiré la performance vers le haut? Tous. Que ce soit le marché obligataire, rappelez-vous, on a pris des positions sur des fonds datés, avec quelque part une duration qui était relativement courte, donc on n'a pas été affecté par la hausse des taux, comme on le montrait précédemment. Les marchés actions, on est resté quand même en dehors de l'Europe, on a mis un tout petit peu d'émergents qui nous contribuent pas trop négativement, on a mis surtout des valeurs technologiques en milieu d'année, qui nous ont rapporté plus de 23 ou 24%. On a des fonds internationaux, et je pense que quelque part, c'est cette bonne allocation en marché action qui nous a été relativement favorable. Alors, il y avait un point négatif quand même. On va le dire, parce que si on fait l'histoire, on suit tous les mois. Bien sûr. Il y a eu le sujet de la pierre papier. Aujourd'hui, il y en a plus. Mais il y avait du Capimo en début d'année. Oui, tout à fait. Et on a accepté, ça coûte à peu près 10% au portefeuille sur 5%. Sur 10%, pardon. Donc, ça coûte quand même pratiquement un point de performance. Mais voilà, on l'assume. Je veux dire, on a tenu cette position, on a pris la baisse, on a considéré que le rebond était peut-être pas forcément sur l'année 2024, peut-être pas forcément sur 2025. Donc, on a préféré partir sur la dette privée. Cette dette privée a plutôt bien marché, puisque je crois que depuis juillet environ, on fait 5% sur cette dette privée. Donc ça a rattrapé la moitié de la position. Ça a rattrapé la moitié de la position de Capimo. Donc on peut aussi vivre avec des portefeuilles, et je pense que quelque part c'est un peu le message que j'essaie de porter régulièrement, c'est-à-dire que on peut avoir des lignes en rouge, mais malgré tout, le portefeuille se comporte tout à fait satisfaisant, une performance tout à fait satisfaisante sur l'année. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour 2025 ? Je pense que la première idée, c'est, on a vu, on a eu des performances relativement significatives sur les marchés actions. Il faut rebalancer le portefeuille pour revenir quelque part aux allocations initiales, c'est-à-dire la position de marché, c'est 15%, c'est pas 17 ou 18%. Donc le mot d'ordre, c'est effectivement rebalancer. Pour l'instant, on garde un petit peu ces positions-là. On a une position peut-être un petit peu plus prudente, mais pour ça, ce rebalancement va nous aider à rediminuer un tout petit peu les positions qui ont plutôt bien marché l'année dernière. Merci beaucoup Nadine. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.